L'embranchement des annélides. Ce sont des métazoaires triploblastiques, célomates. Évidemment, ils possèdent un célome, comme vous le voyez sur le schéma. Donc, le mésoderme aménagé à un célome. Ils sont protostomiens. Je rappelle la définition, le blastopore donne la bouche en premier. Symétrie bilatérale. Ils ont un corps annulé avec des anneaux. Aquatique ou terrestre. Ils ont trois adaptations importantes. Apparition d'un vrai célome, la métamérisation et le développement du système circulatoire. Le corps des annulides comprend trois parties, la tête, le tronc, pygidium. La tête subdivisée en deux parties et le pygidium il est simple, on va voir le texte. Donc une tête bien différenciée avec un prostomium et un péristomium. Donc vous retrouvez toujours le mot stome ici qui veut dire bouche, qui porte des organes sensoriels. Tronc métamérisé, comme vous le voyez. Un pygidium simple, ça veut dire quoi simple? Ça veut dire qu'il ne contient pas de célome, il ne contient pas de parapode. Mais, donc dépourvu de célome et de parapode, mais ce qui est important, il porte l'anus, comme le montre le schéma. Trois classes existent. Nous avons les polychètes, les oligochètes et les achètes. Donc, vous constatez que dans ces trois mots, il y a quête, quête, quête. Donc, polychète, poly, ça veut dire nombreuse. Donc, là, ils ont de nombreuses soies. Donc, quête, ça veut dire soie. Et donc, ils ont de nombreuses soies. Oligo, ça veut dire peu. Donc, espèce ayant peu de soie. Et achète, vous connaissez maintenant la lettre A quand il vient au début du mot, ça veut dire négation. Donc, il y en a qui n'ont pas de soie. On va commencer par les polychètes. Donc, on va choisir pour l'étude de cette classe l'espèce Nereis. Donc, ils ont une métamérie parfaite. Chaque métamère porte des expansions latérales à fonction locomotrice, les parapodes. Donc, vous avez le corps subdivisé en segments qu'on appelle métamères. Et chaque métamère, elle porte des parapodes. Donc, vous reconnaissez le mot pode ici qui veut dire pied, para, de part et d'autre. Donc, les pieds sont de part et d'autre de chaque métamère. Et au niveau de ces parapodes s'implantent de nombreuses soies. Donc, on va voir le schéma. Donc, voilà. Vous avez la tête bien différenciée. Les parapodes avec des soies. Ils sont presque tous marins, mais de vies différentes. Les uns sont errants et carnivores, les autres sédentaires, tubicoles, microphages. On va expliquer ces deux modes de vie. Donc, les annélides tubicoles sédentaires, ça veut dire, tubicole, ça veut dire vivre dans un tube. Et voilà, tubicole, ils vivent dans un tube. Les autres, elles sont libres. Sédentaire, ça veut dire qu'ils ne se déplacent pas. Donc, chez les tubicoles, le corps est caché dans un tube calcaire, calcaire, ou alors corné. Alors, corné, c'est la substance qu'on trouve dans les cornes des animaux, dans lequel ils se rétractent rapidement, donc en cas de danger. Donc, elles sont cachées dans leur tube, mais une fois qu'ils sentent un danger, elles se rétractent et s'enfoncent dans leur tube pour échapper aux prédateurs. Ils sont microphages, ça veut dire qu'ils se nourrissent de micro-particules. Les autres qui sont errants, donc qui sont libres, qui marchent sur le fond marin, capables de se déplacer sur le fond ou dans les sédiments, ils sont carnivores, ça veut dire se nourrissent d'animaux. Donc l'anatomie, pour le corps, nous avons une tête avec le prostomium qui porte les yeux simples, parce qu'il y en a des espèces qui ont des yeux composés, et une paire d'antennes filiformes. Voilà les antennes filiformes. Le péristomium porte ventralement la bouche et 4 paires de tentacules ou de cires à fonction sensorielle. Le tronc composé de nombreuses métamères, donc les voilà.
qui portent latéralement des parapodes, donc comme le montre le schéma, et les parapodes, ils contiennent des soies. Là, c'est le détail des parapodes d'une rhizis. Ça, c'est en photo et en schéma. Le tégument, donc la cuticule, elle est constituée d'un épiderme monostratifié renfermant des cellules amicus, ici. Au-dessous, vous avez, se trouve la musculature formée de muscles circulaires et de muscles longitudinaux. Le système nerveux, comme vous le voyez en bleu, composé d'une succession de ganglions. Le premier ganglion cérébroïde, les deux ganglions sont soudés, ils forment une masse unique. Évidemment, ils se ferment en l'arrière d'un ganglion céphalique, un collier périosovagien, donc un collier qui entoure l'œsophage, d'où part une chaîne nerveuse constituée de 2 cordons longitudinaux, comme le montre le schéma. Sur ces 2 cordons, on trouve dans chaque métamère une paire de ganglions. Ça veut dire chaque métamère, il a un ganglion à droite, un ganglion à gauche. Je vais vous montrer un autre schéma pour mieux comprendre. Donc une vue de face montre ici les ganglions, une paire de ganglions dans chaque métamère, donc une à droite, une à gauche, qui sont reliés entre eux, généralement par ce qu'on appelle des commissures. Évidemment, la chaîne ganglionnaire, elle s'étend sur tout le corps jusqu'au niveau du pygidium. L'appareil circulatoire, composé de 2 vaisseaux, vous avez dorsal et ventral, réunis par une anse vasculaire. Alors, comment se fait la circulation? Dans le tronc dorsal, le sang circule d'arrière en avant, dans ce sens, comme ça, et puis dans le côté ventral, il circule d'avant en arrière. Évidemment, le sang chez les polychètes est coloré en rouge par des substances oxydables comme la chlorocruorine ou l'hémoglobine. L'appareil digestif, elle commence par une bouche qui porte intérieurement une trempe dévaginable. Je vais expliquer avec des schémas. Donc là, vous avez la tête avec une bouche au repos. Et là, vous faites la différence vous-même. La trempe qui sort pour capturer les particules alimentaires. Évidemment, le pharynx, il sort de l'intérieur vers l'extérieur, forme ce qu'on appelle une trempe. Donc le pharynx, il est dévaginé. Quand il est à l'intérieur, il est invaginé. Donc le schéma le montre. Donc vous avez, maintenant vous savez que ça veut dire invaginé à l'intérieur et dévaginé à l'extérieur. Évidemment, suite à ce pharynx, on trouve l'œsophage. Ici, donc vous avez le pharynx suivi par l'œsophage, un intestin rectiligne qui débouche à l'extérieur par l'anus qui se trouve au niveau du pygidium. L'appareil respiratoire. La respiration est assurée par le tégument, se fait particulièrement au niveau des parapodes. Chez certaines formes, il existe des branchies. On va voir. Donc vous avez, dans le cas où vous n'avez pas de branchies, donc vous avez chez les espèces errantes en général, nous avons les parapodes ici, et au niveau des parapodes, l'espèce, elle respire par le tégument au niveau de ces parapodes. Par contre, chez les tubicoles, nous avons les branchies. Chez les fuisseurs, ça veut dire qu'ils s'enfoncent dans le sable par exemple, ils ont des branchies, évidemment pas dans cette région, mais dans une partie de leur corps. Donc, si l'animal est errant, elle respire par le tégument. Si il est enfouisseur ou elle cohabite dans un tube, elle respire par des branchies. On va voir les photos de certaines branchies. Donc là, vous avez un animal tubicole enfoui dans le tube. On voit leurs branchies à l'extérieur. De même, ici, pour espèces fouisseuses, ils ont des branchies de part et d'autre de leur corps.
Voilà un autre type de branchie d'espèces tubicoles. Donc vous voyez maintenant que la respiration, il peut se faire soit par les téguments, soit par les branchies. L'appareil excréteur est bien sûr formé de néphridies qui sont métamérisées. Donc vous voyez ici ce qui est en vert, les néphridies. Donc chaque néphridie est ouverte dans le cellum d'un segment et débouche à l'extérieur au niveau du segment suivant. Donc au niveau par exemple de ce segment, nous avons le nephrostome et à la sortie le néphridiopore par lequel sortent les déchets métaboliques. Évidemment, ce système excréteur, il joue un double rôle. Tout d'abord, élimine les déchets du métabolisme, mais aussi il maintient l'équilibre osmotique. Alors, dans le mot équilibre osmotique, donc vous avez le mot osmose, vous savez ce que c'est, ça veut dire le maintien de l'équilibre osmotique, c'est lorsque l'espèce se trouve dans un milieu très concentré, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va éliminer l'eau de son corps pour rester en équilibre avec le milieu extérieur. Contrairement, si elle se trouve dans un milieu très dilué, l'eau va passer dans l'intérieur de l'animal pour équilibrer, pour qu'il y ait un équilibre entre le milieu extérieur et le corps de l'animal. Donc rappelez-vous que l'appareil excréteur joue un double rôle. L'appareil génital. Les polycotes sont gonocoriques, donc ils sont soit mâles, soit femelles. Mais le problème, c'est qu'il n'existe pas d'organes génitaux bien différenciés, donc ils n'ont pas d'organes. Alors, les produits sexuels se développent à partir des cellules de l'épithélium célomique interne. Je vais expliquer avec des schémas. Donc, vous avez là une coupe transversale de polychètes. Alors, vous avez ici les gamètes qui se trouvent dans le célum. Et qui est-ce qui a donné naissance à ces gamètes? C'est l'épithélium célomique. Donc, voilà l'épithélium célomique. Et c'est lui qui donne naissance aux gamètes. Avec un autre schéma pour être plus clair. Donc vous avez ici le cellum et vous avez les gamètes qui se trouvent à l'intérieur du cellum. Maintenant, on va réfléchir. Une fois les gamètes sont prêts, ils sont élaborés par l'épithélium célomique, elles doivent bien sûr quitter le corps de l'animal. Par où ils vont quitter ce corps? Devant vous, la première des choses à laquelle vous allez penser, c'est le système excréteur. Donc, elles peuvent passer à travers les néphridies et se trouver à l'extérieur. Voilà, ils passent là et ils vont se trouver à l'extérieur. Mais si jamais les gamètes n'arrivent pas à franchir le système excréteur, elles sont obligées de passer par le tégument en conduisant à sa rupture et à la mort de l'animal. Donc, l'émission des gamètes se fait soit par l'intermédiaire de l'appareil excréteur, comme je viens de l'expliquer, soit par une rupture des téguments conduisant à la mort de l'animal. Évidemment, la fécondation va être externe puisqu'il n'y a pas d'organes, et même chez certaines espèces, lorsqu'il y a les organes, la reproduction peut se faire dans les milieux extérieurs. La reproduction. On va commencer par la reproduction sexuée, mais cette reproduction sexuée, elle est précédée par deux phénomènes. Vous avez l'épitokie ou la stolonisation. Donc, il y en a des animaux qui deviennent épitoques, il y en a qui fabriquent un stolon. On va voir l'épitokie, qu'est-ce que c'est? L'épitokie, c'est des transformations, des changements de couleur dus aux produits sexuels et le passage d'une vie sédentaire benthique à une vie pélagique. Vous savez très bien que surtout les espèces errantes, ils vivent au fond de la mer, au fond. Donc, au moment de la reproduction, ils vont remonter vers la surface. Donc, au lieu qu'ils restent benthiques, elle devient pélagique, ça veut dire la vie en surface. Alors, comment ils vont faire pour nager ou remonter vers la surface? Les soies de leurs parapodes se transforment en palettes natatoires qui vont les aider à nager et remonter vers la surface. Donc, d'après le schéma, vous voyez très bien un néréis végétatif à l'état normal et à la forme épitoque. Deuxième cas, donc, une remarque, tous les individus d'une même espèce subissent l'épitokie en même temps, ce qui favorise le rapprochement sexuel.
Autrement dit, il y a une période de reproduction sexuelle où toutes les espèces, les mêmes espèces sont épitoques. Comme ça, ils vont se rapprocher davantage et vont monter tous en surface. La stolonisation maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc l'animal souche asexué bourgeonne à sa partie postérieure un individu ou une chaîne d'individus sexués qu'on appelle le stolon. Et le stolon, il peut être mâle ou femelle. On va voir le schéma. Donc voilà, vous avez ici l'animal asexué souche qui va bourgeonner dans sa partie caudale une chaîne d'individus. Et cette chaîne, c'est ce qu'on appelle un stolon. Tout ça, c'est un stolon qui peut contenir soit des individus mâles, soit des individus femelles, puisque l'espèce elle est gonocorique. Maintenant, la question qu'on se pose, comment il va faire ce stolon pour se détacher de l'animal souche. Donc, on va voir les différentes modalités qui permettent à cet animal de se débarrasser de son stolon. Là, vous avez une photo d'un vrai stolon et on va passer aux modalités. Donc, le processus de stolonisation présente diverses modalités. Alors, vous voyez bien ici, donc on va essayer d'analyser un schéma avant de lire le texte. Vous avez par exemple un animal comme ça. Donc, regardez le premier cas. Donc, séparation de l'animal souche de son stolon peut se faire suivant la modalité A. D'accord? Donc, il y a séparation. La souche va régénérer la partie caudale, mais le stolon, il reste acéphale. Il n'a pas régénéré sa tête. C'est ce qu'on appelle stolonisation par scissiparité simple. La souche régénère sa partie postérieure après le détachement du stolon qui reste acéphale. On va voir le deuxième cas. Donc, il va y avoir séparation, mais les deux parties vont régénérer ce qui leur manque. Ce modèle-là, on l'appelle stolonisation architomique. Donc, la formation de la tête du stolon et la régénération des segments postérieurs de la souche s'effectue après la séparation de deux éléments. Dans le troisième cas, vous constatez que, avant la séparation, le stolon a déjà régénéré une tête, alors que la souche n'a pas régénéré. Donc, il va régénérer la partie postérieure après la séparation. Comment s'appelle cette modalité? Stolonisation paratomique. Le stolon différencie une tête avant de se séparer de la souche qui régénère les segments postérieurs après. Dernier cas, vous voyez qu'avant la séparation, les deux parties régénèrent ce qui leur manque. La souche a régénéré déjà sa partie postérieure et le stolon a régénéré sa tête avant la séparation. Donc, nous avons une stolonisation paratomique avec bourgeonnement pygidial. Les deux fragments régénèrent avant la séparation. Le stolon en différencie une tête et la souche en bourgeonne un pygidium. Donc, voilà comment fait le stolon pour se séparer de la souche. La fécondation, évidemment, il va être externe. Comment elle se fait? Dans les eaux de surface, bien sûr, parce que, comme je vous ai dit, il y a la transformation, ils ne sont plus ils sont plus benthiques, ils sont devenus pélagiques. Donc, les mâles et les femelles libèrent les produits génitaux. Cette libération nocturne, appelée essaimage, est synchronisée par la lumière et dépendra de la saison et de la lune. Je m'explique. Donc, la libération nocturne, ça veut dire qu'il se fait la nuit nocturne. Il est appelé essaimage. Elle est synchronisée par. Donc, il est organisé par la lumière et la saison. Par exemple, on va dire qu'au printemps, lorsque la lune est ronde, il y a assez de lumière. Là, la fécondation aura lieu. Donc, une fois la fécondation, on va assister au développement embryonnaire. On va voir le schéma avant le texte, bien sûr. Donc, vous avez là, après la fécondation, il y a différentes divisions, donc gastrula, et on passe à la larve trochophore. Cette larve trochophore va devenir métatrochophore, puis nectoquète, puis adulte. Donc, vous voyez que la larve trochophore, elle a la forme d'une toupie et qui ne ressemble pas à l'adulte. Donc, lorsque vous êtes en face
d'un cycle de développement embryonnaire où la larve ne ressemble pas à l'adulte, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est obligée de subir ce qu'on appelle la métamorphose pour ressembler à l'adulte. Et le phénomène de métamorphose, je l'ai déjà expliqué quand on a étudié les spongiaires, et je vous ai même donné l'exemple des papillons qui se transforment, qui subissent la métamorphose de chenille pour devenir papillon. Donc là, nous avons un cycle où la larve ne ressemble pas à l'adulte. Et normalement, lorsque le développement se présente ainsi, on dit que le développement embryonnaire est indirect. Ça veut dire que la larve ne donne pas directement l'adulte. On va voir le texte. Les œufs vont se segmenter dans un Embestrula. Une larve trochophore ciliée, là, en forme d'autopie nageuse, se nourrissent de petites proies. Elle s'allonge par la suite pour donner une larve métatrochophore, puis qui va se développer en larve nectoquette qui va donner la forme adulte. Donc tout est clair sur le schéma et on conclut par le cycle. Comme la larve ne ressemble pas à l'adulte qui doit subir la métamorphose, donc c'est un cycle indirect. Mais lorsque la larve, on va voir chez le cas des oligoquettes par exemple, lorsque la larve ressemble à l'adulte et ne subit que la croissance, on va parler d'un cycle direct. Pour la reproduction, donc vous voyez ici les larves polyquettes en photo. Pour la reproduction asexuée, vous voyez bien que, d'après ce que nous avons étudié, les polyquettes présentent un très grand pouvoir de régénération grâce aux néoblastes. Vous connaissez les néoblastes maintenant. Ils peuvent régénérer soit à l'extrémité antérieure, soit à l'extrémité postérieure, mais les capacités de régénération varient d'un groupe à l'autre. Donc ça dépend des groupes. On passe aux oligoquettes maintenant. Donc, ce sont des animaux surtout terrestres ou dulsacicoles. Vous connaissez le terme dulsacicole qui veut dire vivre dans l'eau douce. L'animal est composé de 108 à 180 anneaux. Donc, on va voir la photo. Donc, voilà, vous avez ici le ver de terre. Le texte dit qu'il est composé en général de 108 à 180. Ça dépend de la longueur. Mais ce qui est important, c'est que depuis le 32e au 37e segment, nous avons un renflement ici qui forme ce qu'on appelle le clitellum. Alors ce clitellum, il est surtout visible au moment de l'accouplement, au moment de la fécondation. Vous allez voir pourquoi. Donc si vous regardez un ver de terre sans clitellum, vous devez dire que c'est un ver de terre qui est très 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 jeune. Évidemment, le clitellum se constitue au fur et à mesure que l'animal subit sa croissance. Alors, le ver de terre, il est aussi appelé lombric, ou bien sûr là, vous avez le terme scientifique. Alors, au niveau, bien sûr, il y a aussi donc la morphologie externe, il y a la présence de ce qu'on appelle les orifices excréteurs. Donc, au niveau de chaque segment, sauf les trois premiers, au niveau de la partie de la tête, on trouve une paire d'orifices. Donc, voilà, un orifice de ce côté. Ce sont les orifices excréteurs qui évacuent les urines ou les déchets métaboliques. Vous avez aussi, chez le lombric, chaque métamère est séparée par des cloisons d'origine mésodermique qu'on appelle les septa. On va voir le schéma. Donc, vous voyez les septa à ce niveau-là. Se forment de disques là, donc vous voyez là, ce sont les septa, et qui séparent les métamères. Voilà, donc comme sorte de disque. Vous devez aussi remarquer, ici on voit bien les muscles circulaires, ça veut dire qu'ils contourent l'animal. Et là, vous avez les muscles longitudinaux qui s'allongent le long de l'animal. Évidemment, vous avez le pygidium et vous avez la tête ou le prostomium et le péristomium. Donc là, on dit que le corps il est segmenté, il est annelé, mais faites attention. Dans ce cas-là, on peut dire segmenté, on l'appelle métamère. Pourquoi? Parce qu'il contient un cellum. Par exemple, vous avez étudié le ténia, le corps il est segmenté et ça reste toujours un segment. On ne peut jamais l'appeler métamère. Pourquoi? Parce que le ténia n'a pas de cellum. C'est très important. Concernant l'anatomie maintenant, le corps.
Évidemment, les oligoquettes ressemblent aux polyquettes, mais il y a des différences entre les deux. Concernant la tête, par exemple, le prostomium est réduit, comme vous le voyez sur le schéma. Pourquoi il est réduit? Parce qu'il ne porte aucun organe d'essence. Vous avez le prostomium, péristomium, vous avez la bouche, mais il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas de cire tentaculaire, il n'y a rien. Le péristomium ne porte pas de soie. Le nombre de soies est réduit, comme on l'avait dit déjà au début, parce qu'on est devant les oligoquettes. Et les soies, ils sont réduites à 4 par métamère et sont petits et implantés dans le tégument. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas de parapode et les soies sont implantées directement au niveau du tégument. L'appareil digestif. Alors, chez les polyquettes, vous avez vu qu'ils avaient un pharynx qui est dévirginable, qui sort, mais là, le pharynx ne bouge pas. Donc, évidemment, l'appareil digestif commence toujours par la bouche, qui est disposée ventralement au niveau du deuxième segment, là. Suite à la bouche, il y a le pharynx, qui ne sort pas, et n'est ni divaginable ni invaginable. Alors, en arrière de la bouche se trouve un pharynx, puis un œsophage qui conduit à un jabot. Quel est le rôle de ce jabot? Le jabot, lorsque l'animal se nourrit, elle stocke toute sa nourriture au niveau du jabot, donc il va se nourrir jusqu'à ce que le jabot se gonfle. À ce moment-là, l'aliment va passer au niveau du gésier qui sort de l'estomac et à ce niveau-là va commencer le broyage des aliments qui sont stockés qui ont été stockés au niveau du jabot. On va voir la phrase. Les matières ingérées peuvent s'accumuler dans le jabot avant de passer dans un gésier musclé. Évidemment, les matières ingérées sont broyées par le gésier. Le gésier est suivi d'un intestin. Évidemment, l'intestin est suivi par l'anus. L'appareil circulatoire, d'après le schéma, vous voyez que c'est à peu près la même chose que ce que nous avons vu chez les polyquettes. Exactement la même. Donc, l'appareil circulatoire des oligoquettes est semblable à celui des polyquettes. D'après les flèches que vous voyez, donc du côté dans les vaisseaux dorsales, le sang circule d'en arrière en avant, ventralement d'avant en arrière, et vous avez ici des anses qui relient les vaisseaux dorsaux aux ventraux. Pour l'appareil, le système nerveux, exactement, donc regardez le schéma, c'est à peu près la même chose que chez les polyquettes. Donc nous avons les ganglions cérébroïdes, le collier péréoesovagien et bien sûr les ganglions qui se trouvent tout au niveau, ils forment une chaîne au niveau du ventre, ils sont reliés par des commissures, exactement comme les polyquettes, presque la même anatomie que chez les polyquettes. L'appareil excréteur, à peu près la même. Alors, je vais vous dire la différence qui existe. Cet appareil est semblable à celui des polyquettes avec une paire de néphridies par métamère, bien sûr. La différence ici, c'est que les canaux sont plus longs que chez les polyquettes. Je m'explique. Donc, vous avez le néphrostome, vous avez les néphrédiopores, mais les canaux ici, ils sont plus longs que chez les polyquettes. C'est ça la seule différence qui existe. L'appareil génital, donc vous vous rappelez que chez les polyquettes, il n'y avait pas d'appareil génital et que les gamètes étaient élaborés par l'épithélium célomique. Ici, nous avons, donc contrairement aux polyquettes, les oligoquettes ont des gonades permanentes. Alors, les organes génitaux sont situés dans la région antérieure. On va voir le schéma. Donc, les organes génitaux sont situés dans la région antérieure, donc c'est ça, donc la partie antérieure, avec les ovaires en arrière des testicules. Donc, les testicules sont en avant et les ovaires sont en arrière. Et les conduits génitaux sont indépendants des néphridies. Tout à l'heure, on avait dit que peut-être que les gamètes peuvent passer par les néphridies. Ici, il y a une indépendance totale entre le système excréteur et l'appareil génital. On va voir en détail l'appareil mâle, par exemple. Donc, il est constitué bien sûr de testicules, comme vous les voyez. On va voir le détail. Donc, constitué de deux paires donc de testicules, donc deux paires, situées dans le 10e et 11e métamère. Sur les testicules sont présentées d'énormes vésicules séminales que vous voyez en vert.
Après la maturation, les spermatozoïdes, bien sûr, ils sont libérés par le testicule. Comment ils vont faire? Ils vont être capturés par ce pavillon-là, qu'on appelle pavillon génital mâle, qui est cilié et qui se jette dans un spermiducte. Nous avons bien sûr un spermiducte à droite, un autre à gauche, et qui s'ouvre au niveau des orifices mâles, au gonopore mâle, au niveau du 15e segment. Quant à la femelle, nous avons ici une paire, rien qu'une paire d'ovaires, située au niveau du 13e métamère. Là, vous avez 13e métamère, voilà l'ovaire. Les ovules tombent dans les solums et sont recueillis eux aussi par un pavillon cilié prolongé, chacun par un court oviducte qui s'ouvre par orifice femelle au gonopore femelle au niveau du 14e segment. Donc, vous avez constaté que j'avais parlé des testicules avec les vésicules séminales, des ovaires, mais je n'avais pas parlé de réceptacle séminal. Ils sont indépendants du mâle et de la femelle. Qu'est-ce que c'est le réceptacle séminal? Donc, vous avez ici réceptacle, vous avez le mot réception, vous connaissez ce que c'est. Donc, ces organes-là, elles reçoivent les spermatozoïdes, ils vont les stocker, les spermatozoïdes. C'est pour ça qu'on les appelle réceptacles séminal. Donc, il existe deux réservoirs séminaux, les spermatèques, au niveau des métamères 9 et 10, donc 9 et 10. C'est là que s'accumule le sperme émis lors de l'accouplement. Vous allez voir par la suite. Reproduction et développement embryonnaire. Donc, les oligochètes sont hermaphrodites protérandriques ou protérandres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits sexuels mâles arrivent à maturité avant les produits sexuels femelles. L'accouplement est réciproque entre deux vers quand les organes mâles sont mûrs. Réciproque, ça veut dire échange. L'un donne à l'autre. Donc, lorsque les produits sexuels mâles arrivent à maturité, parce que nous sommes devant une protérandrie, les deux individus s'accouplent et échangent leurs spermatozoïdes. Le clitellum est alors bien visible, saillant. Je vais vous montrer le schéma. Donc, le clitellum est alors visible, saillant, épais et glandulaire, parce que j'avais dit au départ qu'il joue un rôle au moment de la reproduction. Les orifices génitaux, mâles, ont leurs lèvres bien développées. Les deux gouttières spermatiques, je vais vous montrer ça sur un schéma. Donc, les orifices qui sont là, ils vont être bien visibles et apparaissent notamment jusqu'au niveau du clitellum. Je vais vous le montrer dans un autre schéma. Donc, l'accouplement, comment s'effectue? Il s'effectue ventre à ventre et tête bêche. Voilà. Donc, tête bêche, ça veut dire un animal, il a sa queue par là, la tête de l'autre, et l'autre, il a la tête de ce côté et la queue de l'autre. Donc, regardez comment ils s'accouplent. Le clitellum de l'un est en face du réceptacle séminal de l'autre. Donc, le clitellum est en face du réceptacle séminal. Parce que c'est lui qui va recevoir les spermatozoïdes. Le clitellum sécrète un anneau de mucus qui durcit et unit étroitement les conjoints. Je vais vous montrer le mucus élaboré par le clitellum. Le sperme émis par là suit, donc le sperme émis par là, suit les crêtes séminales. Voilà, il va les suivre et va s'accumuler dans le réceptacle séminal de l'autre et vice-versa. Voilà, exactement. Je vais vous montrer une photo de deux lombrics au ver de terre qui sont unis. Vous constatez ici une matière blanche, c'est le mucus qui a été sécrété par le clitellum qui durcit au contact de l'air et qui permet l'accollement des deux espèces exactement pour que les orifices soient en face des clitellums. Et cet accouplement peut durer jusqu'à 12 heures. Une fois les spermatozoïdes émis, ils vont passer dans le réceptacle séminal et les deux individus vont se séparer. Évidemment, lorsque les ovaires arrivent à maturité,
Donc, chaque ver va sécréter à nouveau un manchon au niveau de son clétolome. Le manchon passe devant les orifices mâles et femelles. On va expliquer par le schéma. Donc, lorsque les produits femelles arrivent à maturité, le ver va sécréter un manchon. Donc, regardez, c'est ça le manchon. C'est une sorte de tube qui va être placé devant le réceptacle séminal et le manchon va glisser devant les orifices mâles et femelles. À ce moment-là, l'animal pond ses œufs dans le manchon et le réceptacle séminal va déverser les spermatozoïdes toujours dans le manchon où va se faire la fécondation. Donc là, la fécondation, elle est externe, bien sûr, parce qu'il ne se fait pas à l'intérieur du corps de l'animal, mais elle ne se fait pas non plus dans l'air libre. Il se fait au niveau d'un manchon pour protéger la progéniture. Donc, une fois la fécondation terminée, le manchon est libéré et donc il va glisser, il va quitter l'animal, il va être libéré et il contient ce qu'on appelle un cocon de ponte. Les œufs, ils sont riches en vitellus, vous connaissez ce que ça veut dire le vitellus maintenant, se développent directement sans passer par un stade larvaire libre. Alors vous voyez ici directement, ça veut dire qu'il n'y a pas de métamorphose, donc on n'a pas dit indirectement, mais directement, le contraire des polychètes, où c'était indirect, ici c'est direct. Donc du lombric, du cocon, pardon, sortent de minuscules lombrics, regardez, ils ressemblent à l'adulte et ils vont subir la croissance pour devenir adultes. Donc là, nous avons un développement embryonnaire direct, sans métamorphose. Voici des photos d'un cocon de verre, de terre, voyez. Et là, lorsque les minuscules vers ou lombrics quittent le cocon et vous voyez qu'ils ressemblent à l'adulte, ils vont subir la croissance. Quant à la reproduction asexuée maintenant, elle se fait par scissiparité, elle est courante chez les oligochètes, donc, mais l'individu il se divise selon 3 modalités. Vous allez voir, vous les connaissez déjà leur définition. Soit la scissiparité simple, qui consiste à la régénération de nouveaux individus après qu'ils soient scindés en deux, mais sans régénération de la tête possible. Donc cette définition, on l'avait déjà vue tout à l'heure. Scissiparité architomique, les deux parties scindées génèrent la totalité de l'animal. On obtient deux individus identiques. Troisième cas, scissiparité paratomique, consiste à la régénération de la tête du nouvel individu avant qu'il se scinde en deux. Donc ces définitions-là, on les a déjà vues tout à l'heure, donc c'est pas la peine que je vous montre ça sur le schéma, vous l'avez déjà. On passe maintenant à la troisième classe des akètes, ou les érudinés. Alors akètes, donc, ils n'ont pas de soie. Alors là, vous avez les akètes, ou ce qu'on appelle, vous connaissez tous, les sangsues. Donc, ils sont généralement dulsacicoles. Il existe quelques espèces marines. Quelques-uns sont terrestres et vivent en milieu humide, bien sûr. Elles ne portent ni soie ni parapode, mais une ou deux ventouses fixées. Donc, vous avez une ventouse à ce niveau et l'autre ventouse ici, donc là, et derrière ici. Leur nombre de métamères est constant à 33. Donc, vous avez vu que chez les lombrics, ça se situe entre 120 et 180. Ici, c'est limité à 33. On va voir pourquoi. Parce que les cavités coelomiques, ils ont disparu. Ça veut dire à l'âge de larve, lorsque les métamères ils ont été édifiés, une fois le 33 métamères édifiés, le cœlome est comblé par un tissu mésenchymateux. Du coup, les akètes, ils n'ont que 33 métamères. La plupart des akètes sont ectoparasites. Ecto, ça veut dire, vous allez voir ça dans le TD, ça veut dire parasites externes des vertébrés, comme vous le voyez ici. Les espèces sont hématophages, possèdent des glandes salivaires qui sécrètent des substances anticoagulantes. Alors, hématophage, ça veut dire qu'ils se nourrissent de sang. Et ils possèdent des glandes salivaires qui sécrètent. Pourquoi j'ai insisté pour ce mot? Parce que
lorsque la sangsue va sucer le sang, pour l'ingérer, il ne faut pas qu'elle se coagule. Du coup, elle possède beaucoup de substances anticoagulantes qui vont permettre au sang de rester fluide dans son corps. Alors, lorsque la sangsue va mordre un animal, un être humain par exemple, il va sucer son sang, mais en même temps, elle va sécréter ces substances anticoagulantes. Une remarque, la plupart actuellement, on commence à traiter certains malades qui ont une mauvaise circulation par les sangsues. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils sucent le sang, elles attirent leur sang et en même temps, ils vont sécréter les substances coagulantes qui vont permettre au sang du malade de circuler, devient plus fluide et de circuler plus facilement. Donc actuellement, les sangsues sont utilisées en médecine douce. L'anatomie, donc comme vous le voyez, donc vous avez l'avant porte la bouche, donc vous avez ici une ventouse orale qui porte la bouche, et en arrière vous avez la ventouse qui subcirculaire où on trouve l'anus. Le tube digestif, donc je vous demande s'il vous plaît de regarder uniquement la partie colorée en jaune orangé. Évidemment, toujours le tube digestif, il va commencer par la bouche. On va s'arrêter au niveau de la bouche pour voir, qui se trouve donc au fond d'une ventouse buccale. Et là, alors cette bouche, qu'est-ce qu'elle contient? Elle est entourée par 3 mâchoires. Voilà les mâchoires. Ce sont des lames chitineuses semi-circulaires, ça veut dire une lame chitineuse qui est un peu dure, qui peut couper. Alors, lorsque l'animal enfonce ses dents ou alors ses mâchoires au niveau de la peau d'un malade, il laisse une blessure typique en Y. Je vais vous la montrer en photo tout à l'heure. Évidemment, elle va sucer le sang, donc le sang, il va passer de la bouche vers l'œsophage. Donc, on va voir la cavité buccale, un court œsophage, puis un estomac. Donc, vous avez l'estomac ici, qui est composé de 11 paires de séca qui accumulent le sang ingéré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un séca? Ce sont des expansions ici qu'on appelle donc un sécum en singulier, des séca au pluriel. Donc, l'estomac, il contient beaucoup de séca où il va emmagasiner le sang qu'il a ingéré. Évidemment, à la suite de l'estomac, il y a un intestin. Lui aussi, il possède des séca digestifs et se termine par l'anus qui se trouve au niveau de la ventouse postérieure. Évidemment, les autres couleurs, ils vont montrer la glande salivaire qui fabrique l'anticoagulant et on va s'attaquer après à l'appareil génital. Alors là, ce que je vous montre, vous avez ici un être humain qui a été piqué ou une sangsue a sucé son sang. Et regardez la cicatrice que je vous ai dit, blessure typique en Y. Donc voilà un Y qui laisse sur le malade. L'appareil génital, donc on va essayer de la voir avant le texte. On va commencer par le mâle. Vous voyez qu'il y a une succession de testicules de part et d'autre. Chaque testicule, elle possède un canal déférent qui se connecte au niveau d'un spermiducte. Et sur le spermiducte, il arrive jusqu'au canal éjaculateur. Donc c'est symétrique entre la droite et la gauche. Donc vous avez, il comprend des testicules dont les segments de 12 à 20. Donc voilà, il se situe dans les segments de 12 à 20. De chaque testicule part un court canal déférent transversal se jetant dans un spermiducte longitudinal, je viens de l'expliquer aussi, longitudinal. Les spermiductes confluent et donnent un canal éjaculateur impair dont la paroi forme un pénis dévaginable. Quant à la femelle, vous la voyez devant vous, 2 ovaires. Après chaque ovaire, nous avons des oviductes qui vont se réunir pour former un utérus entouré d'une glande d'albumine. Je vous rappelle que l'albumine va être la substance nourricière des petits, qui se continue par un vagin et un orifice génital.
Concernant la femelle, donc 2 ovaires qui émettent chacun un petit oviducte, comme je viens de vous le dire. Les deux se rejoignent en un utérus, entouré d'une glande d'albumine, puis un vagin qui s'ouvre par l'orifice génital au niveau du 11e segment. La reproduction maintenant. La fécondation est soit réciproque, soit autofécondation. Ça veut dire qu'elle peut échanger ses spermatozoïdes avec un autre individu ou se faire elle-même féconder. C'est ce qu'on appelle l'autofécondation. Les œufs fécondés sont pondus dans un cocon selon la même modalité que chez les oligoquètes. Donc, vous connaissez maintenant qu'est-ce que ça veut dire le cocon de ponte. Et le cocon contient un liquide albumineux servant à la nourriture de l'embryon. Chose qui est importante, il n'existe pas de multiplication asexuée chez les akètes. Donc là, c'est une photo qui montre que la sangsue qui porte les larves dans son ventre. Le chapitre est terminé.